Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons partir sur les traces d'un être mythique. Il est connu sous différents noms, le Yeti, le Sasquatch, l'abominable homme des neiges, le Bigfoot, le Tsanak ou le Zonoqua. Alors, est-ce un mythe? Existe-t-il réellement cet homme des bois? Avons-nous quelques débuts de preuves de son existence? C'est ce que nous allons voir avec mon invité Jean-Paul Debenat qui vient de publier un ouvrage intitulé Sasquatch et le mystère des hommes sauvages. C'est paru aux éditions Le Temps Présent. Jean-Paul Debenat, bonsoir. Bonsoir. Alors, question en préambule, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la cryptozoologie, puisque le Yeti ou le Sasquatch rentre dans le cadre de la cryptozoologie. Ça s'est passé comment, cette rencontre avec la cryptozoologie, j'entends, hein? D'abord, il faut dire que j'ai un ami qui est professeur à l'université du Mans et qui s'intéresse à tout un pan de la littérature anglo-américaine qui s'appelle la littérature des mondes perdus. L'origine vient du roman de Conan Doyle, oui. Le monde perdu, bien sûr. Et il a étudié en long et en large tout ce domaine littéraire. Et on avait de longues conversations à propos de ce type de littérature. Et c'est à propos de cette littérature qu'il a contacté Bernard Revelmans. Et un jour, il avait un rendez-vous avec Bernard Revelmans. Il m'a associé à ce rendez-vous. Et c'est à partir de ce moment-là, dans les années 80, que je me suis intéressé à la cryptozoologie. Je venais de rencontrer le créateur de la cryptozoologie et le personnage m'a fasciné. Et c'est à partir de ce moment-là, mais assez distraitement en quelque sorte, parce que mon copain Lauric Guillot faisait des recherches dans ce domaine, que je me suis intéressé à la question. Mais je pense que ce qui a tout déclenché, c'est la rencontre avec Bernard Revelmans. Ouais. C'est-à-dire que ça a été le déclencheur définitif. Bien, nous allons en parler justement de Bernard Revelmans tout à l'heure, en fin de conversation qui, comme vous le soulignez à l'instant, est le père fondateur de la cryptozoologie. Et c'était un immense scientifique et un être humain très très intéressant. Alors, nous allons discuter avec vous de ce Sasquatch et partir avec vous sur les traces que vous avez suivies. On parlera de votre livre, bien entendu. Mais je me permets de me retourner vers ceux et celles qui nous écoutent en leur demandant des témoignages. Je sais qu'il existe des légendes ou des histoires relatives à des hommes des bois dans nos Pyrénées. Alors si vous en connaissez, eh bien j'attends vos appels au 0826 300 300 et laissez-moi vos coordonnées sur ma boîte vocale, Les Aventuriers de l'étrange, pour que je puisse vous rappeler, en discuter avec vous et donner une suite à cette émission. Donc, nous allons parler du Sasquatch, de cet homme mystérieux des bois, durant cette première heure dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Le Sasquatch et le mystère des hommes sauvages, c'est le titre de ce livre passionnant de Jean-Paul Debenat, paru aux éditions Le Temps Présent. Jean-Paul Debenat est mon invité dans Les Aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio. Jean-Paul Debenat, tout le monde, et vous en premier j'imagine, se souvient de la rencontre entre le Yeti, l'abominable homme des neiges, et Tintin et le capitaine Haddock, dans cet album mythique. Vous rappelez, tiens, un petit quiz, vous vous rappelez du titre de l'album? C'était bien sûr Tintin au Tibet. Bien sûr. Et vous êtes incollable. Non mais
Là, c'était pas trop difficile. C'est vrai. Alors, on se rappelle tous évidemment de ce passage extraordinaire. Et comment s'est déroulée la rencontre, non pas du Yéti, mais du Sasquatch, qui est l'équivalent du Yéti en plus grand. On y reviendra en détail tout à l'heure, mais aux États-Unis, en Amérique du Nord. Comment s'est déroulée cette rencontre avec vous? Qu'est-ce qui a été l'événement déclencheur? Mais écoutez, il se trouve que à un certain moment, j'ai eu le désir de retourner aux États-Unis où j'avais vécu. Je suis allé aux États-Unis il y a très très longtemps. J'avais 22 ans en 1965. J'y suis resté plus d'un an. Mm-hmm. Et puis j'ai eu l'occasion d'y retourner pour de courtes périodes, mais j'avais envie d'y séjourner de nouveau et j'avais besoin d'un sujet d'étude pour ce congé sabbatique. Et depuis quelques années, je m'intéressais à cet homme sauvage. Et j'ai décidé de présenter comme sujet d'étude une enquête sur l'homme sauvage. Et le conseil scientifique de l'université de Nantes, à l'époque, donc dans ces années, dans les années 90, a accepté. Ce qui témoigne, je tiens à le souligner, d'une certaine ouverture d'esprit. C'est vrai. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait un président de l'université, nous étions en 1994, qui était très très ouvert d'esprit, et ça n'a pas trop effrayé, disons, les hautes instances. Mm-hmm. Et j'ai pu partir et commencer à travailler à l'université de Washington, l'université d'État de Washington à Seattle, pendant quelques mois. Et ensuite, de retrouver mon vieil ami Ed Fuchs, qui lui habite dans une petite localité de 545 habitants, qui s'appelle Riverside, Mm-hmm. qui se trouve le long de la rivière Okanogan. Et nous sommes là à 1 heure de route de la frontière canadienne. Un peu plus haut, il y a une ville qui s'appelle Oroville, et comme son nom l'indique, c'est une ville créée par des chercheurs d'or. Ouais. Et puis, si on traverse la frontière, la rivière Okanogan est issue du grand lac Okanogan, qui est célèbre pour abriter un monstre marin qui s'appelle Ogopogo. Ogopogo. Oui. Ah tiens, je l'ignorais ça. Mais si vous voulez, ce monstre marin, qui serait peut-être un cousin du monstre du Loch Ness, j'ai lu des articles sur lui, mais je me suis pas intéressé vraiment de près. C'était pas mon sujet, que j'avais beaucoup à faire. Oui, déjà. À étudier l'homme sauvage. Alors, vous avez choisi comme titre, comme dénomination pour cet homme sauvage, le mot Sasquatch, qui est un nom, qui a été donné à cet homme sauvage par une tribu indienne. C'est ça? Les Indiens de cette région, du Pacifique Nord-Ouest, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Pacifique Nord-Ouest, c'est une vaste entité. C'est une unité. Vous savez bien que le découpage des États est pas purement arbitraire, sont des pointillés politiques, administratifs, mais que l'unité géographique, elle, n'a rien à voir avec ça. Et cette unité géographique, elle commence au nord de la Californie. Ensuite, on monte, on a l'Oregon, on continue, on a l'État de Washington, on continue, on a la Colombie-Britannique au Canada, et puis on monte comme ça pratiquement jusqu'en un petit bout de l'Alaska, le sud de l'Alaska. Ouais. Et si on va vers l'ouest, cette unité géographique, elle englobe l'Idaho et un petit bout du Montana. Mm-hmm. Et tout ça, tout ce vaste territoire, c'était le territoire privilégié du Sasquatch. Sur ce vaste territoire, on trouve des Indiens Salish, ça s'écrit S-A-L-I-S-H. Il y a les Salish de l'intérieur et les Salish de la côte, qui parlent des langues
avec des variantes, mais la langue salish utilise le mot Sasquatch qui signifie homme des bois, homme sauvage, homme sylvestre. Dans le titre Sasquatch, le mystère des hommes sauvages, c'est un peu une répétition, c'est fait exprès. Ça désigne la même chose en deux langues différentes. Oui, c'est-à-dire qu'on souligne un petit peu cette présence très forte de l'homme sauvage. Je disais que Sasquatch, c'était l'habitant, enfin un des habitants les plus importants de cette région, mais c'est plus tout à fait vrai parce qu'on trouve des hommes sauvages maintenant un petit peu partout aux États-Unis. Depuis, je dirais, une dizaine d'années, on a de plus en plus de rapports d'observation qui viennent d'un peu tous les États. Ouais. Alors, pour décrire un petit peu plus géographiquement les lieux, Jean-Paul Debenat, il faut bien préciser que cette carte géographique que vous venez de nous dresser, de nous délimiter, autant il peut y avoir des mégapoles extrêmement peuplés sur un territoire assez restreint finalement, et ensuite on peut plonger dans des territoires, mais où l'être humain ou l'homme n'a peut-être mis les pieds que quelques rares fois. Donc il y a de véritables zones vierges ou très peu peuplées, voire pas peuplées du tout. C'est exact, c'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire aussi, c'était... Je viens de parler d'un très très vaste territoire, c'est très grand, et j'ai voulu le peupler, ce territoire, c'est-à-dire expliquer qui y vivait, qui y avait vécu. Je parle quand même des Indiens. Bien sûr. Je parle aussi de leurs croyances d'aujourd'hui. Et puis j'ai aussi voulu dresser une sorte de panorama en montrant des personnages, Ed Fuchs notamment, qui lui est un chercheur, non pas simplement un chercheur d'or, mais qui a écrit sur le Sasquatch. Lui, il utilise le mot Swenati. Swenati, c'est un mot de la tribu des Indiens Okanogan. Parce que, évidemment, ce qui est un peu déroutant aussi, c'est le nombre des tribus. Beaucoup ont disparu. Il en reste un certain nombre. Et ces tribus sont des petits groupes, en nombre en tout cas. Et là, nous étions à Riverside, dans cette petite bourgade. Nous étions à la limite d'une grande réserve qui s'appelle la réserve des Indiens Colville. C'est un nom européen. En fait, cette réserve regroupe des Indiens Okanogan, des Indiens... il y en a des Indiens Spokane. Il y a 2 ou 3, peut-être que même 4 tribus différentes. Oui. Et puis, vous savez, il y a eu des mariages entre tribus, entre blancs, bien sûr. Il y a des métissages entre blancs et indiens et entre tribus indiennes, évidemment. Mais est-ce que dans les légendes, dans les récits qu'ils se transmettent de manière orale, il y a une présence forte de ce Sasquatch? Alors c'est là que ça devient un petit peu délicat. Ed Fuchs a publié une petite étude que je mentionne dans la bibliographie et qu'on peut lui acheter c'est en langue américaine bien sûr, en écrivant chez lui. Je donne son adresse, sa boîte postale dans la biblio. Et Ed Fuchs lui-même a réussi à faire parler des anciens, des Indiens âgés. Et il l'a fait parce qu'il habite dans cette région, il habite près d'eux, il en connaît certains qui ont confiance en lui. De temps en temps, il employait un aide de charpentier indien. Ils se connaissaient très bien, ils s'estimaient. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'avoir l'estime et la confiance des
ces Indiens. Parce que, à un moment, je le raconte dans le livre, j'ai eu affaire à des rejets. Parce que je suis un blanc. Qu'est-ce que je viens faire là? À quoi ça sert, toutes ces questions? Est-ce que je vais encore venir exploiter ces gens? Moi, je vais venir... pourquoi? Je suis journaliste. Ils savent pas qui je suis. Ouais. Je peux raconter n'importe quoi. Ils sont pas forcés de me croire. Et lui, Ed Fuchs, qu'a-t-il réussi à collecter et à sauver de l'oubli comme histoire? Mais ce sont moins des histoires que des témoignages de présence physique de Bigfoot, parce que c'est le nom américain, Bigfoot, hein, ou de Swenati, comme disent ces Indiens au Okanagan. Et ce sont des incidents qui se sont produits, des chevaux qui ont été effrayés, qui ont brisé une barrière, par exemple, des vols de fruits ou d'autres nourritures. Et ces êtres ont été vus par ces Indiens. Pour beaucoup d'Indiens, cet être-là est à la fois physique, c'est-à-dire qu'il est matériel, et en même temps, il a un rôle, je dirais, symbolique. Oui. Et ça, ce sont des choses dont on ne parle pas facilement. Oui, il fait partie de la cosmogonie de leurs croyances, tout à fait. Oui. Cet homme est une sorte de passerelle, de protection même, de protecteur par moment, de passerelle entre la nature et l'être humain lui-même. Jean-Paul Debenat, avant d'aller plus loin, je vous demanderai tout à l'heure, après la première pause, de nous rapporter, parce que vous ouvrez le livre avec cette histoire des plus étonnantes, celle d'Albert Haussmann, on en parlera tout à l'heure, mais pour vous, qui êtes un petit peu témoin privilégié, puisque vous avez passé pas mal d'années à la recherche du Sasquatch, à marcher sur ses traces du moins, est-ce, parce que vous faites, c'est souvent dans votre livre, vous y revenez, le Sasquatch, le Bigfoot, est-ce un homme, un animal, entre les deux, mon colonel? Comment peut-on le classifier? Extrêmement difficile, hein, comme question. Extrêmement difficile, oui. C'est extrêmement difficile. Et, bon, les deux grandes hypothèses, ce serait, d'après... Je vais d'abord parler de ceux qui en ont parlé savamment, si j'ose dire, notamment quand il s'agit du docteur Grover Krantz, qui était docteur en anthropologie et professeur d'anthropologie, justement, et qui est décédé il y a 3 ou 4 ans, en 2000, je ne me rappelle plus, 2004, très récemment. Je connaissais assez bien Grover Krantz, qui était un personnage assez difficile d'abord, hein, qui était pas un marrant, comme on dit, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit alors? Lui était un scientifique pur et dur, et pour lui, c'était un gigantopithèque, c'est-à-dire un singe géant, peut-être mesurant jusqu'à 3 mètres, un survivant d'une race qui a existé, dont on a trouvé en Asie des dents et une mâchoire. On a reconstitué le corps, et pour lui, c'était peut-être un descendant de ces gigantopithèques, passant par le détroit de Bering, et puis survivant dans les grandes forêts du Pacifique Nord-Ouest. Et pour d'autres, il s'agissait, donc là il s'agit d'un animal. Tout à fait. Lui, d'ailleurs, il l'avait appelé Gigantopithecus blacki, c'est-à-dire noir, sombre, à la fourrure sombre. Et pour d'autres, il s'agit peut-être d'un néandertalien attardé, une survivance d'un descendant de Néandertal. La frontière est mince entre l'être humain et l'animal, finalement. Hein. Là, ça devient compliqué. Oui,
Ouais. Ça devient compliqué. Et ce qu'il y a de difficile, c'est que si on considère qu'il s'agit d'un être humain très velu, il y a des choses qui vont à l'encontre de cette opinion. Par exemple, apparemment, il n'a pas de langage, ou alors à ce moment-là, il faut se tourner du côté du langage des singes qui émettent des sons qui ont une forme de langage, mais rien à voir avec rudimentaire, oui. le langage tout humain. À fait. Ouais. Et ils ont un mode de communication. On a d'ailleurs, vous savez, on a des enregistrements. On pense qu'il s'agit de cris de Sasquatch. Ça a été enregistré dans la forêt, j'en ai entendu, on m'en a fait écouter. Et des scientifiques ont dit que ça ressemblerait à des cris de chimpanzés. Ouais. J'ai entendu des cris de chimpanzés enregistrés, on les a comparés aux cris du Sasquatch enregistrés. Effectivement, il y a des ressemblances. Donc il y aurait un système de communication, mais bien éloigné, évidemment, du système de communication humain. Dans mon livre, à un moment, vous avez parlé d'Albert Ostman. Ouais. Et il dit qu'il a entendu un des Sasquatch prononcer le son ou le mot hook. Oui, en désignant, c'était le fils qui désignait au père la bague à tabac, je crois, ou la boîte où il y avait le tabac. Donc, le tabac à chiquer, oui. Bon, moi j'ai indiqué ça parce que c'est d'une part amusant et il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus. C'est amusant, ça permet aussi de dire justement, apparemment ce langage n'est pas trop évolué. On attire l'attention de cette façon-là sur le fait que ce langage soit assez primitif. Mais ça voudrait... Vous savez bien aussi que si on utilise est-ce que ça veut dire que ces êtres ne sont pas capables d'apprendre un langage? Vous savez qu'on a... Il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a un être que j'aimais beaucoup, c'est Washoe. Vous savez que Washoe est morte. Washoe, c'était la chimpanzé qui justement, dans l'État de Washington, une ville qui se trouve un peu au sud de Seattle, Ellensburg, cette chimpanzé à 42 ans est morte et elle pratiquait le langage des signes. Elle connaissait un certain nombre de signes. Oui. Avec des notions abstraites très intéressantes. J'avais suivi d'assez près ses travaux, les travaux. Alors ça voudrait dire que si on rentrait en communication, on rencontrait un Sasquatch, peut-être pourrait-on, s'il était jeune, lui apprendre le langage des signes, et peut-être arriverait-on à communiquer, et jusqu'à quel point? Ouais. Alors, Jean-Paul Debenard, on va faire une pause, on va laisser cette question en suspens, et on y reviendra, je fais exprès de la poser en introduction, en quelque sorte, et on y reviendra après que l'on ait fait un tour dans votre livre, et on y reviendra à titre de conclusion, finalement, pour que chacun et chacune qui nous écoute puisse se faire une idée. Une première pause dans Les Aventuriers de l'étrange, sur Sud Radio, et on se retrouve dans quelques instants avec... cette fois-ci, comme parcours, on va un peu découvrir les récits tout aussi étonnants les uns que les autres que vous avez recueillis dans votre livre de rencontres avec le Sasquatch, avec ce mystérieux homme sauvage aux États-Unis. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Le Sasquatch sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons de ce mystérieux homme sauvage, plus connu en Asie, après un peu plus loin au Tibet sous le nom de Yeti. Ça n'a absolument pas la même taille d'ailleurs. On va voir ça avec Jean-Paul Debenard qui est mon invité. Jean-Paul Debenard qui est l'auteur d'un livre publié aux éditions Le Temps Présent qui s'intitule Sasquatch et le mystère des hommes sauvages. Alors, Jean-Paul Debenard, est-ce que vous pouvez nous raconter, peut-être pas en rentrant dans tous les détails, mais nous raconter quand même l'étonnant récit, j'ose pas dire aventure, parce qu'on finalement on ne sait pas si c'est totalement vrai, qu'a rapporté un certain Albert Ostman.
Parce qu'alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, alors, bon, Ostman, qui était bûcheron, se retrouve dans le Pacifique Nord-Ouest. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait une petite carte pour indiquer son itinéraire. Il se trouvait en Colombie-Britannique et il campait. Il avait emporté des provisions pour plusieurs jours et il a été tout bonnement kidnappé. Ah oui, il était dans son sac de couchage et il a été enlevé par un Sasquatch. Voilà. Et donc, il n'a pas très bien compris ce qui lui arrivait. Et après avoir été transporté sur une bonne distance et secoué dans tous les sens, et s'est retrouvé surveillé de très près par une famille de Sasquatch, dont disons que l'un des personnages les plus amicaux et en tout cas les plus curieux et qui s'approchait de lui était le fils, donc un adolescent. Alors on n'a pas de détails précis sur la taille exacte, il les a pas mesurés évidemment. Mm-hmm. On peut supposer qu'ils étaient au moins de 2,50 m. Ah oui, belle bête quand même. Oui, beau gabarit quand même. Beau gabarit, oui. pesant dans les 300 à 400 kilos, et évidemment avec des pieds gigantesques. Et ce qui lui a sauvé la vie, c'est sa blague à tabac apparemment, parce que le père de famille oui. a avalé du tabac, il s'est mis à tousser, si je me souviens bien, mm-hmm. et il s'est il a failli s'étrangler, et bon, il s'est éloigné, et Ostman a réussi à s'enfuir. Mm-hmm. Il est resté quand même quelques jours en leur compagnie, avec cette famille de Sasquatch, donc qui était composée d'un père et d'une mère. Et de deux enfants, comme vous l'avez dit, l'adolescent et une jeune femme. Enfin, employons le terme de jeune femme. Oui. Voilà. Oui. Alors, il a donné une description, une description relativement précise, évidemment, de ces êtres. Il dit qu'ils étaient couverts de poils d'un brun foncé aux extrémités argentées. Alors, la femelle avait des seins très amples, le torse massif ne s'amincissait pas à la taille. Ça, c'est une des caractéristiques. Ce sont des blocs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taille marquée. Mm-hmm. Musculature extrêmement puissante. Très ferme, très épaisse. Mm-hmm. Et ce qui, symboliquement est frappant, c'est que on a aussi ce genre de récit d'ogres qui enlèvent des enfants ou qui enlèvent des humains, qui peuvent enlever des femmes, etc. Dans le fait cette image là du géant qui emporte quelqu'un dans son sac comme dans une hotte, ça fait penser un petit peu à des contes aussi. Alors, il y a des gens qui ont dit Ostman, justement, il s'est inspiré des contes et puis il a brodé une histoire. Sauf que il n'a jamais dévié d'un poil, en quelque sorte, dans son récit. Oui. Il l'a toujours raconté de la même façon. Et dans ces milieux-là, à la campagne, là-bas, dans ce milieu assez esprit pionnier, je crois qu'il vaut mieux pas trop raconter d'histoires comme ça si on veut pas être tourné en ridicule. Quand il a raconté l'histoire à John Green, qui est un journaliste qui a beaucoup écrit, qui est un des grands chercheurs de cette région, qui habite au Canada, quand il a raconté cette histoire, il l'a répété et Green l'a travaillé pour savoir. Et Green est persuadé qu'il dit la vérité. Mmh.
Ce qui est quand même très surprenant, parce que ce serait le seul homme qui ait vécu plusieurs jours avec des Sasquatch. Oui, oui. Mais là, je ne peux que là aussi, si vous voulez, Haussmann, bon, est décédé, je ne sais pas quand, mais bon, quand j'y suis allé, il n'était plus de ce monde. Et, pardon, j'ai fait confiance à John Green, qui est quelqu'un de respecté, de respectable. Et Green a dû faire de son mieux. C'est un bon journaliste. Il est un professionnel de bon niveau, bien sûr. Et je pense qu'il a fait de son mieux pour obtenir le maximum de détails. Ouais. Là, si vous voulez, il y a des moments où il est difficile d'établir un jugement. Je ne dirais pas à 100% que Haussmann a dit la vérité. Je n'en sais rien. Je dirais c'est plausible, mais sans plus. Je ne peux pas en dire plus. Alors, abordons une autre histoire que vous rapportez, celle de William Rowe, qui lui aurait rencontré une femme Sasquatch. Et là, c'est un témoignage aussi extrêmement étonnant. Alors, attendez. Rowe qui travaillait pour une entreprise de construction routière. Oui. Alors, là aussi, en quelque sorte, ce sont ces sortes de grands témoignages qui sont historiquement, quoi, qui sont devenus des témoignages, je dirais, fondamentaux dans le développement des recherches, et aussi pour susciter l'intérêt. Alors, oui, là aussi, je dirais, il faut faire confiance à John Green. Je connais John Green. J'ai été reçu chez lui au Canada. Ça s'appelle, c'est au bord du lac Okanogan qu'il habite, une ville qui s'appelle Harrison Hot Springs. Il y a des sources d'eau chaude qui sont connues et qui attirent les touristes. Il y a une station thermale, etc. Et tous les ans, il y avait un grand rassemblement, un grand congrès. J'ai assisté à un de ces congrès. Et on avait, à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de discuter est-ce que, à votre avis, mais est-ce que c'est vrai? Oui, apparemment, ces gens-là ne mentaient pas. Alors, mais je peux quand même ajouter quelque chose. Vous vous souvenez du fameux film Patterson? Oui, on en parlera en long, en large et en détail, puisque il est visible sur Internet. Pour plus tard. Et c'est quand même quelque chose sur lequel il va falloir se poser un certain nombre de questions, comme tous les scientifiques qui s'y sont intéressés, à savoir, est-ce que c'était un canular, est-ce que c'est un authentique film de Sasquatch, enfin, est-ce que c'est la preuve ultime, et est-ce que Roger Patterson, qui est décédé maintenant, n'avait pas monté ça de toutes pièces, ce qui, avec tous les éléments rassemblés dans votre livre, on serait plutôt tenté de dire que non. Mais William Rowe, pour comprendre ce qu'il a vécu, lui, il a été approché de très très près. Il a vu une femme Sasquatch, il s'est planqué derrière un buisson, et cette femme Sasquatch s'est approchée sans l'avoir vu du buisson, pas loin du buisson où il était, pour cueillir des feuilles et les manger. Et ensuite, il y a eu cette rencontre entre lui et elle, et elle a tourné les talons et est partie. Et lui a cette phrase que j'ai trouvée extrêmement touchante finalement. Ça rejoint la question que je vous posais au début. Est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est un animal? Et lui a dit j'avais appelé la créature, cette chose, dit-il, mais je compris alors que c'était un être humain et je ne me serais jamais pardonné de l'avoir tué parce qu'il avait son fusil. Oui. Après tout, s'il avait considéré que c'était un gorille, il aurait pu, même si on avait trouvé ça affreux, mais lui loger une balle dans la tête et ramener la dépouille à la civilisation. Mais il n'a pas pu se résoudre à le faire. Oui, exact. Oui, c'est bon. Alors là,
l'expérience et nous sommes en 1955. est irremplaçable. Moi, je mets pas en doute les paroles de Rowe. Je pense qu'il a vécu, il a ressenti cela, il l'a dit tout simplement. Mais il y a eu d'autres rencontres, notamment un ami, Fred Bradshaw, qui lui aussi est mort. Il y a beaucoup de gens qui disparaissent ces temps-ci. Fred est mort relativement jeune. Il avait moins de 60 ans, je pense, entre 55 et 60. Il avait vécu comme marin-pêcheur en Alaska. Ensuite, il a fini sa carrière professionnelle. Pendant 7 ans, il a été adjoint du shérif dans une petite ville qui se trouve non loin de la capitale de l'État de Washington. La capitale, ça s'appelle Olympia. C'est pas Seattle, c'est Olympia. Et il y a une petite ville non loin d'Olympia. Et c'est là que Fred Bradshaw a été adjoint du shérif pendant 7 ans. Et un jour, et je le raconte dans ce livre, il était avec son fils, sa belle-sœur. Il campait au bord d'un torrent et derrière un arbre est apparu un Bigfoot. Et ils ont été terrorisés. Pourtant, Fred Bradshaw était quelqu'un de solide, une armoire à glace. Oui, pour l'impressionner, il faut... c'est pas quelqu'un qui se laissait impressionner. Et ils ont battu en retraite, ils ont sauté dans leur camionnette 4x4 et puis ils sont partis. Et ils sont revenus après parce qu'ils ont voulu trouver des traces et ils n'ont pas trouvé de traces, ils n'ont rien trouvé, mais ils étaient 3 à l'avoir vu. Et quand j'ai rencontré Fred Bradshaw, il m'a dit, je vais t'emmener sur les lieux. Il a tenu absolument à m'emmener sur les lieux. C'est quelque chose qui est arrivé assez souvent. Les gens m'ont dit, là, à tel endroit, on a vu, c'était là. C'était simplement, pour eux, c'était la preuve qu'ils ne mentaient pas. Vous voyez bien, monsieur, c'est là que je l'ai vu. Vous voyez, c'était à côté de cet arbre. Je trouvais ça assez naïf et en même temps, je me disais, mais je pense pas que ces gens-là, ils cherchent pas à me tromper, ils veulent simplement que je sois au plus près de l'événement. C'était là que ça s'était passé. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu exactement? Parce que ils ont décrit, je suppose, ce qu'ils ont vu. Fred Bradshaw a vu un être tel qu'il est décrit, tel qu'on le voit dans le film de Patterson. Je pense qu'il a vu au moins le torse, au moins à partir de la taille, parce que l'être, à mon avis, le Sasquatch était peut-être un peu penché, une partie du corps cachée par ce gros tronc d'arbre. Mais il l'a vu, il l'a bien vu. Et puis, c'est une petite clairière au bord d'un torrent, c'est très isolé. Il y a... ils étaient, moi, je dirais, à 10 mètres. Oui, ce qui est très près. C'est près, hein. Allez, disons 15 mètres, mais à mon avis, bien moins. Ils étaient à une dizaine de mètres. Bon, alors, évidemment, ils ont eu très, très, très peur. Bien que le Sasquatch ne se soit jamais montré agressif vis-à-vis des hommes. En quelques rares occasions, quand il avait un compte à régler avec un homme, notamment, on parlera de l'histoire de ce mineur qui en a peut-être tué un d'ailleurs, et qui a été agressé après durant la nuit alors qu'ils étaient dans leur cabane. Mais il n'y a jamais eu de cas d'agression directe entre un être humain et un Sasquatch. Alors, il faudrait... Là, ou alors l'être humain n'est jamais revenu pour en parler. J'avoue que j'ai pas traité. C'est un des aspects. Bon, c'est un des aspects qui mériterait plus d'attention. Il y a des cas d'agressivité, à mon avis, plus nombreux au XVIIIe, XVIIe, XVIIIe siècle, à partir de témoignages anciens. Dont
j'ai les traces, enfin j'ai des textes, et des textes notamment qui m'ont été confiés par Bernard Revelmans, mais comment dire, déjà le livre faisait un peu plus de 450 pages, 440 pages, et bon, à un moment, il fallait s'arrêter. J'aurais pu réduire certains aspects, évidemment, concernant la géographie ou concernant les aspects civilisation moderne. On m'a dit, pourquoi tu nous parles des barrages, etc. J'ai voulu dire que cette Amérique-là, l'Amérique, c'est que ce grand fleuve, le fleuve Columbia, c'est le deuxième ou le troisième d'Amérique, c'est un géant comme le Mississippi. Puis il n'y a pas que lui, il y a d'autres affluents très importants. Ils ont été domestiqués, domptés par les barrages. La physionomie a changé. Certaines tribus ont disparu parce qu'ils n'avaient plus de moyens de subsistance. Si on met des barrages, ça veut dire que les saumons disparaissent. Et les saumons, c'est une source de nourriture pour certains Indiens. Essentiel. Et ils ont disparu. Leur civilisation, ils ont disparu littéralement. Ouais. Si les Indiens disparaissent, Sasquatch disparaît. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est en filigrane dans le livre, c'est un petit peu une clé que je donne. Parce que j'ai pas voulu mettre trop les points sur les i, mais n'empêche, ça peut aider de le savoir, c'est que s'il y a plus de saumon, le Bigfoot qui se nourrit beaucoup de saumon va disparaître aussi. Ou alors, s'il disparaît pas, lui, il va émigrer ailleurs, il va aller ailleurs. Ouais. Mais il risque aussi de disparaître comme ont disparu les Indiens. Et c'est ça qui m'a fasciné aussi, c'est qu'il y a ce lien entre les Indiens, les ours et Sasquatch. Ouais. Jean-Paul Debenat, une pause à nouveau dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Et juste après cette pause, je vous propose que l'on parle de Roger Patterson, qui, un 20 octobre 1967, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout, il était avec un collègue à lui d'ailleurs, il n'était pas tout seul, est tombé sur un Sasquatch et il avait entre les mains une caméra. Et c'est le seul film connu à ce jour où l'on peut voir un Sasquatch. Alors, vrai ou faux, nous allons en parler dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Jean-Paul Debenat, qui est auteur d'un livre passionnant sur le Sasquatch, qui est la dénomination indienne d'une tribu indienne pour désigner l'homme sauvage. L'équivalent de ce que l'on connaît en Occident du Yéti, qui lui est au Tibet, plutôt dans les contrées froides. Là, nous sommes aux États-Unis, sur la côte ouest des États-Unis. Jean-Paul Debenat, nous sommes en 1967. Avant de parler de ce film que l'on peut voir sur Internet un petit peu partout, qui a été décortiqué par une multitude de scientifiques, décrivez-nous, brossez-nous le portrait de Roger Patterson. Alors, Roger Patterson... Qui est décédé, il y a peu d'ailleurs. Oui, c'est quelqu'un qui a fait, eu plusieurs métiers, comme beaucoup d'Américains. Il a été cow-boy de rodéo. Oui, tout à fait. Il était stuntman aussi, c'est-à-dire qu'il était cascadeur. Il a fait plusieurs petits métiers. Bon, cascadeur, c'est pas un petit métier, ce sont des métiers assez risqués. Et puis, au moment où il s'intéresse à l'homme sauvage, au Bigfoot, il est fermier, il a un petit ranch et il s'intéresse, il lit beaucoup, tout ce qu'il trouve dans les magazines sur le Sasquatch. Il a lu, si je me souviens bien, il a dû lire le livre d'un ami de Bernard Revelmans qui s'appelait, parce qu'il est décédé, Ivan Sanderson.
qui est un auteur très intéressant. C'était un scientifique, Sanderson, de formation. Il était naturaliste. Il avait fait des études universitaires. Et puis après, il s'est lancé dans le journalisme et la vulgarisation scientifique. Il n'a pas toujours été honnête. Quelquefois, il a exagéré parce qu'il fallait vendre du papier. Mais c'était un personnage qui était capable de parler très sérieusement et en toute connaissance de cause. Alors, Patterson s'intéresse à tout ce qui touche aux observations de Bigfoot. Et un beau jour, il patrouille dans la forêt avec un de ses amis qui s'appelle Gimlin, oui, qui est toujours vivant, Bob. Et dans une clairière, au tournant d'une petite rivière à sec d'ailleurs, c'est là qu'il aperçoit cette grande silhouette, cet être qui ils sont à cheval. Évidemment, Patterson saute sur sa caméra. C'est une caméra 16. Et Gimlin, je pense, retient son cheval. Ça, bon, ils sont armés, ils ont des fusils, mais ils pensent pas à tirer. Non. Ils pensent surtout à filmer. Le cheval de Patterson bouge, évidemment. Et cet être va traverser le lit de ce torrent à sec, passer par-dessus un gros tronc d'arbre et disparaître. En jetant un regard vers, d'ailleurs, Patterson et Gimlin. Voilà. Et évidemment, tout cela a été analysé millimètre par millimètre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons des analyses entre les deux frères ennemis, c'est-à-dire entre les Américains et les Russes, parce qu'à l'époque, les Russes, c'était l'époque de la guerre froide, étaient les grands ennemis de l'Amérique, mais on a un personnage qui va intervenir qui s'appelle René Dahinden, et René Dahinden est un Suisse émigré en Colombie-Britannique et qui va devenir un des grands spécialistes, un des grands chasseurs de Sasquatch, un homme de terrain, un montagnard, qui use d'un vocabulaire particulièrement fleuri. Il jure tous les 3 mots. Il était célèbre pour son vocabulaire amusant parce qu'il avait un accent suisse quand il parlait américain. C'était un personnage haut en couleur et moi que je trouvais plutôt sympathique, sauf que il avait tendance à noyer le poisson, si j'ose dire, parce que ces grosses blagues, ça faisait rire tout le monde, mais il y a des moments où il aurait mieux fait d'être un peu sérieux, quoi, parce qu'il y avait matière à discuter un peu sérieusement aussi de temps en temps. Ouais. Mais il croyait absolument, il était sincère, il croyait absolument à l'existence du Bigfoot. Ouais. Donc pour lui, ce film était un authentique film de Sasquatch. Absolument. Et il l'a emporté à Moscou. Il a réussi à aller à Moscou, il a obtenu un visa, et il a été reçu par des scientifiques. Et c'est là que c'est aussi très intéressant, c'est que les zoologues ont fait un peu la fine bouche. Ils ne sont pas trop précipités pour voir le film que Patterson qu'apportait Dahinden. Par contre, il est allé dans un institut qui est un institut de chercheurs qui s'intéresse à la biomécanique. Vous leur apportez un film, vous leur dites, voilà, on a filmé une bête à 4 pattes ou un être à 2 pattes ou n'importe quoi. Les images sont pas très nettes, mais malgré tout suffisamment nettes pour que vous puissiez regarder. Qu'est-ce que vous en pensez d'après la démarche? Qu'est-ce que c'est? Ces gens-là, eux, ils n'ont pas de réputation à défendre en tant que zoologues. C'est-à-dire que s'ils disent, voyez-vous, le monstre du lac Okanogan, qui s'appelle Ogopogo, est un plésiosaure, on va dire, monsieur, vous êtes un plaisantin, un plésiosaure, c'est impossible. C'est mort depuis des milliers d'années. Voilà. Point. Donc sa réputation est ternie à jamais. Mais quelqu'un qui dit, bon, écoutez, monsieur, vous me montrez quelque chose qui avance à telle vitesse, qui apparemment
on plie les genoux de telle façon. C'est de la biomécanique. Oui, tout à fait. Qui a telle structure interne, avec des muscles, ou alors c'est un homme déguisé parce qu'on s'aperçoit que quand il marche, la démarche n'est pas pareille, les muscles bougent pas pareil. Enfin bref, donc toute une analyse très fine finalement. Voilà. Et ça, finalement, c'est impressionnant. Ces comptes rendus, ces rapports sont très impressionnants. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces comptes rendus, justement? Que ça ressemble bien à la démarche d'un être, sans doute un être humain, et que, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils disent, ça n'est pas quelqu'un qui s'est déguisé. Vous voyez, ça n'est pas quelque chose de truqué. C'est déjà une affirmation très importante. Effectivement. D'ailleurs, ce film a été montré également aux spécialistes d'effets pour le cinéma et de trucage de chez Walt Disney, qui ont dit obtenir en 67 une telle qualité de trucage, c'était impossible, ou alors il aurait fallu qu'ils viennent le tourner, et encore, dans nos studios, et encore. Donc là, on peut pas. Et la défense de Roger Patterson, quelle était-elle? Roger Patterson, à la fin Roger Patterson est mort d'une très grave maladie dont j'ai oublié le nom, et sur quelques heures avant de mourir, il a reçu la visite de Peter Byrne. Peter Byrne, qui est aussi un des grands chercheurs, qui est toujours vivant. Je suis en relation avec lui. Je voudrais faire traduire son livre pour qu'il soit publié en France, qui s'appelle À la recherche de Bigfoot, The Search for Bigfoot. Et là, je suis en pourparlers. Et Peter Byrne connaissait bien Patterson. Il l'a fait rencontrer à de nombreuses reprises. Patterson savait très bien qu'il n'en avait plus pour longtemps à vivre. Et il a dit à Peter Byrne, si j'avais su que j'allais avoir autant d'ennuis avec ce film, quand il disait ennui, ça voulait dire des moqueries. Ça voulait dire des problèmes de droit d'auteur, parce que il y a des gens qui l'ont copié, il y a eu des problèmes pas tant avec Gimlin qu'avec la famille de Gimlin, parce qu'ils étaient deux finalement. Oui, et lui n'a jamais touché un centime du reste. Oui, mais justement, Gimlin aurait pu aussi dire moi j'ai été lésé dans cette affaire. Jamais il n'a accusé Patterson de trucage. Et donc jusqu'à sa mort, Patterson a dit que le film était ce qu'ils avaient vu, ils l'avaient filmé, et il n'y avait rien d'autre à dire, c'était authentique. C'est ce qu'il a dit. Alors là, quand Peter Byrne m'a raconté cela, je me suis dit, oui, là, ça paraît là aussi, ça paraît crédible. Alors, pour conclure, parce que malheureusement, l'heure arrive à sa fin, et j'aimerais que l'on dise quelques mots quand même de Bernard Heuvelmans. Avant d'en parler, Jean-Paul Debenat, votre conviction à vous, finalement, votre conviction profonde, qui peut ne rien avoir de scientifique d'ailleurs, nous sommes d'accord, mais vous avez passé plusieurs années à étudier ce dossier, vous en connaissez les moindres recoins, vous n'avez pas pu tout mettre, vous nous l'avez dit tout à l'heure dans votre livre, il fait déjà plus de 440 pages, très documenté, vous êtes allé sur le terrain. Votre sentiment au bout du compte? Écoutez, alors mon sentiment, c'est que le nombre des témoignages, qui ne cesse d'augmenter d'ailleurs, est impressionnant. Et il vient de personnes de tous âges, de toute race, de tous milieux sociaux. Et ça constitue, comment dire, une matière première, tous ces témoignages de poids. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je dois en penser? Parce que personnellement, je n'ai pas vu de Bigfoot. Ce que je possède, c'est un poil de Bigfoot que
m'a donné Fred Bradshaw, des empreintes qu'il m'a données. J'ai 2 empreintes d'adultes et une empreinte d'un adolescent ou d'une adolescente. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a une multitude d'empreintes qui ont été retrouvées, évidemment. Bien sûr. Oui. Et alors, vous dites un poil, là, avec le système d'analyse ADN que nous possédons actuellement, on sait en prenant un cheveu ou un poil d'un coureur cycliste, ce qu'il a pris à son petit déjeuner il y a 6 mois, s'il a pris des œufs durs ou mollets, est-ce qu'on n'est pas capable, en analysant ce poil, de déterminer, si ce n'est son origine, que c'est celui d'un Bigfoot, mais au moins dire, bah tiens, c'est un poil d'une espèce que l'on ne connaît pas. Alors là, je dirais, je tiens à ce poil comme à la prunelle de mes yeux. Vous pensez bien? Oui. Si je donne ce poil, il n'en est pas question, hein. Je ne le vends pas, je ne le mets pas aux enchères. Ah non, mais je parle à un laboratoire pour une analyse ADN. Si je le donne à un laboratoire, ils vont sans doute me le découper en tranches. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais ça sera plus le même, ou il n'en restera plus grand-chose. Oui. Et quelle sera la conclusion? On me dira, comme ça a déjà été fait, soit c'est un crin de matelas qui a été jeté par là, puisque le poil s'est envolé, et puis ou bien on me dira, eh bien écoutez, ça ressemble à un poil de chimpanzé ou à un poil de gorille, mais ça n'est pas un poil de gorille, mais ça n'est pas exactement un poil de chimpanzé. Nous ne savons pas ce que c'est. Pourquoi? Parce que aucun poil de Sasquatch n'a été identifié formellement. Oui. Si on avait trouvé, je ne sais pas moi, une tête, un bras, un grand morceau, et ben à ce moment-là, on aurait dit oui, ça c'est bien entendu, ça appartient à un Sasquatch et tous ses poils, donc on les aurait identifiés, on aurait fait une analyse et on aurait un modèle. Oui. Si on a un modèle, après on peut dire on a un deuxième poil qui est exactement le même que le modèle. Oui. Mais si on n'a pas de modèle, vous voulez dire que ça sert à rien, quoi. Alors moi je garde mon poil de Sasquatch. Alors c'est assez amusant parce que m'est arrivé d'emporter lors de conférences les empreintes qui sont grandes, qui sont impressionnantes. Mais quand je montre le poil, il y a quelquefois quelqu'un qui était au milieu ou au fond de la salle qui dit « Oh monsieur, oh ça alors !» Et à ce moment-là, les grandes empreintes ne comptent pas, mais ce poil minuscule prend une importance considérable. Mais alors, dites-moi, Jean-Paul Debenat, finalement, votre conviction, le Sasquatch, c'est une réalité ou pas? Écoutez, oui, c'est une réalité, mais de quelle nature exactement? Et c'est là qu'il y a, je crois, matière à réflexion, à recherche, parce que, de mon côté en tout cas, les recherches ne sont pas terminées. Oui. Vous allez continuer à creuser pour réussir à trouver la preuve? Je voudrais bien, mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à chercher. Ouais. Jean-Paul Debenat, une pause à nouveau, et j'aimerais que l'on évoque quand même la mémoire de Bernard Heuvelmans, que vous avez eu le grand plaisir de croiser à de multiples reprises. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Dernière partie concernant la cryptozoologie et plus particulièrement le Sasquatch sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange avec mon invité Jean-Paul Debenat qui est l'auteur d'un livre paru aux éditions Le Temps Présent, un livre qui s'intitule Sasquatch et le mystère des hommes sauvages, un pavé extrêmement bien documenté de 440 pages. En quatrième de couverture, on vous voit en photographie avec Bernard Heuvelmans, qui est le père fondateur de la cryptozoologie, science qui s'intéresse aux animaux mythiques comme, pour en citer quelques-uns, le Yeti ou le Sasquatch ou encore le monstre du Loch Ness et d'autres monstres qui, eux, existent, les pieuvres géantes, les calamars géants, dont on a parlé déjà ici sur cette antenne. Est-ce que vous pouvez nous décrire le personnage, puisque vous l'avez côtoyé? Quel type d'être humain était-ce?
écoutez, d'abord, il a écrit, et il a commencé pendant la guerre à écrire des ouvrages de vulgarisation scientifique. Et puis, par la suite, il s'est lancé dans la cryptozoologie qu'il a créée, c'est-à-dire l'étude des animaux inconnus. Il a créé le mot cryptozoologie dans les années 50. Cryptique, ça veut dire secret, caché. Donc, c'est la zoologie des animaux inconnus. Et il a écrit un certain nombre de livres qui étaient publiés par les éditions Plomb et qui avaient un grand succès. Malheureusement, il y a depuis une 15-20 ans, une vingtaine d'années, ces livres n'étaient plus réédités. Et heureusement, il y a un éditeur, les éditions L'Œil du Sphinx, qui republie ces livres et qui publie des inédits également. Alors, il avait un coup de patte, il était agréable à lire, il savait intéresser le public, il savait raconter une histoire, il avait un talent presque de conteur pour parler de science. Et il s'était lancé aussi dans une série d'émissions qui étaient à l'époque des émissions télé en noir et blanc, Sherlock au zoo, où à la manière de Sherlock Holmes, il faisait une enquête sur des animaux. Bon, bien sûr, on le voit à un moment dans une de ses émissions, il a des palmes et puis un masque et des bouteilles à oxygène et il plonge dans le Loch Ness. Et donc, c'était des émissions extrêmement vivantes et qui avaient du succès. Mais je dirais que le conformisme des scientifiques et puis aussi le mépris des grands médias, de la télévision, tout ça fait qu'il s'est senti rejeté parce qu'on se moquait de lui, parce qu'on disait il faisait que cela, etc. Mais lorsqu'on s'intéresse à ces sujets-là, je parlais du plésiosaure, n'est-ce pas? Une espèce d'être aquatique avec un très long cou, une sorte de dinosaure aquatique. Le Nessie du Loch Ness. Voilà. Ouais. Et si vous étudiez cela, ça vous amène à vous poser la question, mais qu'est-ce que c'était exactement qu'un plésiosaure? Comment c'est fait? Quel est son squelette? À quelle époque vivait-il? Qu'est-ce qu'il mangeait? Est-ce que dans le Loch Ness, on trouve suffisamment à manger pour une bête de cette taille-là? Comment se reproduisait-il, etc. Ça vous amène à vous plonger, et je pense que ça, c'est un excellent prétexte pour faire des recherches, faire des études et vous enrichir intellectuellement, je veux dire. Quitte à aller voir vous-même sur place, faire un voyage là-bas, voir à quoi ça ressemble, ce paysage. Moi, je pense que si on s'intéresse à l'homme sauvage, la question qui se pose, si c'est un gigantopithèque ou si c'est un néandertalien, à quel moment est-ce qu'on va le placer, à quelle époque, sur quelle branche de l'évolution, du schéma de l'évolution va-t-on le placer? Est-ce qu'il a sa place à un certain moment? Quels sont ses ancêtres? Quelle est sa descendance ou quelle sera sa descendance s'il existe toujours? Alors tout ça invite, c'est une grande invitation à la lecture, à des visites dans des musées et à des discussions avec des gens comme Hovelmans, qui était un esprit encyclopédique qui parlait, je sais plus, 4 ou 5 langues couramment, qui parlait anglais à la perfection, qui était extrêmement cultivé, qui connaissait très bien la philosophie, la littérature, en dehors de son domaine de zoologie, qui était docteur en zoologie. C'était à vous entendre vraiment quelqu'un de rare et d'exceptionnel. Oui, c'était quelqu'un qui en plus avait un humour assez extraordinaire. Et quand je me souviens, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai raconté à plusieurs reprises parce que c'était tellement merveilleux. Allez-y. Lors de la première rencontre dans cette maison du Bug, c'était un immense grenier qui avait été aménagé, une pièce gigantesque, et
avec mon ami Guillot, nous posions des questions à Bernard. Ça a duré tout l'après-midi, pendant 3 heures. On l'a questionné, notamment sur des aspects littéraires, disons sur des romans dans lesquels intervenaient des hommes préhistoriques, intervenaient des animaux préhistoriques. Et à un moment, c'est là que il y avait une petite fenêtre, à un endroit je vois apparaître le buste d'un singe et je me dis je dois avoir des hallucinations et puis une demi-heure après je revois une tête de singe et c'est là qu'il me dit c'est un singe mais c'est un de mes singes hurleurs et c'est là que nous sommes descendus, il y avait de la neige, c'était en février et il a appelé et d'une haie qui était parsemée de flocons de neige sort un singe, c'était une femelle, elle saute dans ses bras, il me dit son nom et il me dit elle a eu un petit, mais le petit elle s'en occupait pas, ce qui est je comprenais pas, elle voulait pas s'en occuper, on avait beau lui remettre dans les bras, la mère s'occupait pas du petit, donc je l'ai nourri au biberon et au bout de quelques jours le petit est mort. Et j'ai fait une autopsie, a dit Bernard, et il avait une malformation cardiaque. Et la mère savait qu'il n'était pas viable. Comment le savait-elle? Et moi, je lui dis, mais c'est stupéfiant quand même d'avoir ces singes-là, parce que le Bug au mois de février, le Périgord en hiver, c'est froid. Il faisait pas loin de 0, peut-être 2 ou 3 degrés. Et puis, dans la journée, et puis il me dit oui, mais... et puis il y a aussi les fils électriques, alors j'ai toujours un peu peur, et puis ils vont de plus en plus loin. Alors, les fermiers les plus proches sont tolérants, mais on ne sait jamais, ils peuvent recevoir un coup de fusil, je suis un peu inquiet. Je dis, mais c'est quand même le climat qui est quand même... Bon, ces singes vivent en Amazonie, d'après les livres que j'ai lus. Ah oui, me dit Bernard, mais mes singes n'ont pas lu les livres. Je n'oublierai jamais. Donc tout va bien. Merci en tout cas, merci beaucoup Jean-Paul de Bonnat de nous avoir rapporté cette anecdote, effectivement, très très belle anecdote d'une de vos rencontres, de la première rencontre avec Bernard Heuvelmans. Je rappelle le titre de votre livre, donc c'est paru aux éditions Le Temps Présent, Sasquatch et le mystère des hommes sauvages. Oui. Si je puis ajouter un mot. Bien sûr, je vous en prie. Il y a ce mois-ci, mon livre Avions et pilotes entre histoire et légende, aux éditions du Mont, est paru. Si vous cherchez bien, vous trouverez dans un chapitre mention du Sasquatch. À bon escient, j'espère. Jolie jeune piste. Oui. Merci beaucoup Jean-Paul de Bonnat. Et puis, bonne soirée et à très bientôt avec des nouvelles. Si vous en avez concernant le Sasquatch, vous êtes ici chez vous, si vous le voulez bien. Et merci de votre accueil. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Le sixième sens, c'est le thème de la deuxième heure des aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Le sixième sens, c'est une association lilloise et un site internet qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux. Jean-François Soyez, président et fondateur de cette association, sera mon invité dans la seconde partie de cette émission. À tout de suite.